Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chien Niamayele ou MPSR Information en temps réel. Bon s'abonner à Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité à mon côté avec les vôtres. Joffer Mikwete, les journalistes du peuple. Joffer Mikwete, les journalistes patriotes. Pardon, parlez la peur, nous battre citoyens, on est fièrement saluer l'homme bien-aimé, nous peuple ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soyez témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Chargé d'histoire. L'université est un lieu d'où parte le savoir. L'université est un lieu où circulent les connaissances. Un lieu où l'esprit critique est fortement sollicité. Et cet esprit critique de femmes pour tenter cette remise en cause de certains postulats que nous prenons tous pour de fait accompli. Et donc, nous allons parler de ces luttes menées par les femmes visées par les discriminations de toutes sortes, les inégalités en tout lieu, et nous allons essayer de les débusquer pour voir clair et aller au fond des choses. Notre programme, comme je vous l'avais dit, commence par des mots introductifs, et j'ai le plaisir de passer immédiatement la parole à Monseigneur le recteur de l'UPC, représenté ici par Monsieur le secrétaire général académique. Monsieur le professeur, si vous pouvez parler au nom du recteur. Merci. Excellence, Madame la vice-présidente du chef de l'État, Excellence, Mesdames les ministres, Mesdames les directrices, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, où c'est consolable, les politiques, les idées, et nous partent de la lumière pour éclairer notre peuple. L'Université protestante au Congo, mesdames, n'a pas attendu une année spéciale pour faire de la femme, de la jeune fille, sa priorité. Je disais tout à l'heure qu'à l'UPC, 54% de nos étudiants sont des filles. Et que même en médecine, 65% des étudiants sont des filles. Ce n'est pas qu'elles sont favorisées, mais que simplement, à l'instar des Ève, si je parle au contrôle de l'aumônier, certains disent qu'elle avait roulé Adam, enfin, ça montre l'intelligence de cette jeune fille, de cette femme qui doit prendre sa place. Donc vous êtes les bienvenus sur une terre conquise, acquise en tout cas pour la femme congolaise, et que le Seigneur, notre Dieu, bénisse ce moment et fasse que nous repassons d'ici, tout le monde rechargé avec cette volonté de promouvoir l'œuvre féminine, l'action de la jeune fille. Et une fois de plus, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général académique. Si les chiffres pouvaient parler, ils crieraient. 54% des étudiants de cette université sont de femmes. 65% sont étudiantes en médecine. Monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général académique, vous méritez de félicitations. Je vais passer au deuxième mot introductif
de Monsieur le directeur général de magazine RD Congo et Monde, Monsieur Médard Kalama, qui a eu l'idée ingénieuse d'organiser cette conférence en partenariat avec la délégation estudiantine. Monsieur le DG. Je tenais à d'abord dire merci à toutes les autorités qui ont répondu, qui nous ont fait confiance. Et aussi, je voudrais remercier l'assistance de l'Assemblée. En ce qui concerne le magazine ou l'événement qui nous réunit en ces lieux, c'est que nous avons juste voulu exploiter le côté pédagogique du magazine ou de la presse. Parce que la presse a aussi ce rôle qui est d'éduquer. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un cadre qui permettrait à ce que les autorités réfléchissent dans un cadre un peu plus scientifique comme l'université. Nous sommes le magazine RD Congo Monde. Notre credo, c'est le trait d'union entre la RDC et le monde. Pour dire, nous avons la responsabilité de redorer l'image du pays. Nous avons la responsabilité d'importer ce qu'il y a de bon du monde et d'exporter ce qu'il y a de meilleur au Congo pour le monde. C'est ça le credo RD Congo Monde, ou trait d'union entre la RDC et le monde. Et dès là, je vais nous convier à suivre les différentes intervenantes, parce que ici, il ne s'agit pas de définir l'excellence, mais il s'agit de redéfinir l'excellence. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu l'excellence, mais bon, d'une mauvaise façon, mais en ce jour, pour clôturer le mois de mars, nous voulons redéfinir l'excellence, mais cette fois-ci avec la jante féminine. J'ai dit et je vous remercie. Les mots, est-ce toujours des mots? Définir l'excellence, redéfinir l'excellence. Alors, je vais passer la parole aux représentants des étudiants des comités. Monsieur le Président, vous avez la parole. Voilà, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je commence par remercier nos autorités académiques, remercier les intervenantes pour la participation, aux autorités académiques pour l'autorisation. Et j'aimerais aussi dire merci à l'Assemblée, merci, chers étudiants. En outre, j'aimerais épingler mon avis sur la femme. Je me dis que la femme, la vision de la femme congolaise ne doit pas être limitée au sein de notre pays ou encore moins au sein de l'Afrique. Mais je me dis que la vision de la femme, surtout la femme congolaise, doit s'étendre sur la globalité du monde. Donc, nos idées ici, je me dis que nous ne devons pas les limiter au Congo, pas les limiter en Afrique, mais répandre ça sur l'étendue de la globalité de la Terre. J'ai dit aussi merci à l'équipe qui m'a accompagné du début à la fin, et aussi merci pour votre participation à mon mandat, parce que j'ai fini, il me reste 2 jours. Merci beaucoup et je vous invite à une bonne attention et afin que nous puissions retirer de tout ce qui sera connaissance et exploiter en ces lieux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ceux qui vous ont déjà entendu parler savent d'avance qui vous êtes. Donc vous imaginez que je n'ai pas la lourde tâche de vous présenter. Et ils savent que vous êtes une oratrice hors pair. Ils savent également que vous êtes une femme politique d'exception. Toutes ces personnes sont venues vous écouter. Ils ne sont pas venus m'écouter parce que... Bonjour à mes chers amis aussi qui vont participer. Merci beaucoup, monsieur le recteur, ici représenté, pour ce magnifique cadre et surtout pour cette occasion unique de parler à, on va dire, à la jante féminine, mais aussi à la jante masculine qui reste nos partenaires. Merci à toi aussi, Médard, pour cette belle initiative, même si on s'accroche de temps en temps, mais tu sais que le cœur y est. J'ai la lourde tâche d'entrer en la matière en vous parlant d'un thème général qui s'appelle redéfinir l'excellence avec la jante féminine. Et moi, on m'a donné, je dis bien donné, parce qu'ils n'ont même pas demandé mon avis, ils m'ont donné, donc un Vukingai, la compétence et la détermination pour bâtir sa notoriété. Mon Dieu, quelle affaire!
et c'est ce que je fais de mieux. Donc je parle avec mon cœur. Et je vais parler conformément à des observations. Parce que, chers amis, c'est à partir des observations, des faits, qu'on peut définir une norme sociale, politique, culturelle, etc. Et moi, je suis fanatique de l'observation des faits. Parce que c'est grâce aux faits qu'on peut dire que ce qu'on est. Donc j'ai toujours soutenu par l'observation des faits, in situ d'ailleurs, qui nous entourent, que c'est ça qui fait la norme. Que cette norme soit juridique, sociale, culturelle, politique, elle permet de fixer un comportement et une attitude par rapport à son environnement. Et bien c'est ce comportement, chers amis, qu'on observe, qui va induire sa compétence ou sa détermination à devenir quelqu'un. Comment on devient compétent? Comment est-ce qu'on est déterminé pour devenir quelqu'un? Bon, on va s'adresser aux femmes déjà parce que c'est notre moi, apparemment. Mais je ne suis pas tellement d'accord de fixer ça seulement à ce mois. Parce qu'en fait, c'est tous les mois qui sont les mois de la femme. Tous les mois sont les mois de la femme. Tous les jours sont les jours de la femme. Mais si ce mois a été consacré, c'est simplement pour qu'on puisse s'asseoir et réfléchir exactement sur les droits, se féliciter sur les droits qui sont déjà réellement engrangés, mais réfléchir encore et encore sur les droits qui restent à conquérir. Et Dieu seul sait qu'il y en a. Pour devenir quelqu'un, une femme compétente, déterminée, il faut d'abord, la chose la plus simple, et peut-être on n'y pense même pas, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Je sais que tout le monde pense se connaître soi-même. Mais est-ce qu'en se regardant dans le miroir, on sait que c'est moi? Qu'est-ce qui vous dit que ce que vous voyez, c'est vraiment vous? Rien. Qu'est-ce qui vous garantit que le miroir que vous avez devant vous, c'est vous? Parce que le miroir peut être convexe, il peut être concave. Vous savez ce que c'est concave et convexe quand même? Dans mon éclate, hein? Concave et convexe. Ça, c'est à l'école primaire. Ok? Alors, c'est le fameux, je vais entrer un peu en philosophie, c'est le fameux cogito ergo sum, vous connaissez? Cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est cher à René Descartes, vous le connaissez. Et ce cogito ergo sum a connu une variante que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et cette variante, c'est quoi? C'est ego sum, ego existo. Ego sum, ego existo. Ça veut dire je suis, j'existe. Mais c'est bien d'exister. C'est bien d'exister. Mais il faut s'assurer que tout au long de son existence, on s'assure de devenir compétent, intelligent, futé, autour de grandes valeurs qui construisent justement sa compétence. C'est ce que j'appelle être sûr de ce que je suis. Et tout ce que je dis, c'est par rapport à ce que moi, j'ai vécu, ou je vis. Je ne suis pas arrivé à ce constat par hasard, chers amis. Je ne suis pas arrivé à ce constat par hasard. C'est grâce à mon copain que j'aime bien, j'aime beaucoup, mon ami Diogène le cynique. Vous connaissez Diogène? Ah, ça. Bah, maman, oui, Diogène? Diogène le cynique. Diogène, c'est qui? Diogène, c'est un philosophe, mathématicien d'ailleurs, je crois, qui vivait dans la Grèce antique. Qu'est-ce que Diogène faisait? Il était riche, il en a eu marre de la richesse. Il s'est dépouillé de tous ses vêtements, il a décidé d'aller vivre dans un tonneau. Un tonneau qu'on appelle jarre. Il vit dans un tonneau avec des cerbères. Les cerbères, ce sont des chiens. Il entre dans ce tonneau au bord d'une espèce de rivière. Et chaque jour que Dieu fait, à midi tapante, quand le soleil est au zénith comme aujourd'hui, monsieur prenait sa lampe, il avait une lanterne, il sortait dans la rue chaque midi. Les gens lui demandaient, mais Diogène, il est midi, il plaît soleil, pourquoi tu as une lampe? Pourquoi? Vous savez ce qu'il répond? Je cherche l'homme. Ah bon? Je cherche l'homme avec grand H. Ça veut dire l'homme ou la femme. Tu cherches l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce que Diogène cherchait justement, il cherchait l'homme avec les valeurs, avec le potentiel, avec la capacité de devenir quelqu'un.
Et c'est Diogène qui m'a inspiré. Et je crois que si Diogène cherchait l'homme ou la femme, il m'aurait peut-être trouvé. Et il vous aurait trouvé aussi à partir du moment où vous décidez de ne pas vivre dans la décadence, cette décadence qui empêche justement d'être compétent et déterminé. Alors, s'il te trouve, si Diogène m'a trouvé, c'est à la recherche de la réponse de cette question fondamentale qui a permis de me construire. En tout cas, je parle de moi. De construire ce que je voulais être dans la vie. Et je vous donne tout ça, parce que ça marche. Premièrement, il faut d'abord acquérir de la compétence. Et comment est-ce qu'on acquiert la compétence? C'est en mobilisant les ressources, ses propres ressources qu'on va chercher au fond de soi. C'est-à-dire savoir, savoir-faire, savoir-être pour répondre efficacement à ce que je veux devenir. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Voilà les trois mots-clés pour être sûr de devenir quelqu'un, surtout pour nous les femmes. Par rapport au savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, en tout cas, j'ai tout de suite su ce que je devais faire. J'ai tout de suite su ce que je devais devenir un jour dans ma vie. C'était clair, c'était un métier où on parle beaucoup. Un métier du blablabla. Et le métier du blablabla, si ce n'était pas avocat comme mes sœurs ici, c'était magistrat. Donc, après avoir distingué à la faculté de droit, j'ai quand même eu 74%. Ah oui, en droit international public. J'ai su que je ferais quelque chose dans les affaires judiciaires. J'ai donc été nommé magistrat au parquet de grande instance de Gombe. Au même moment, j'ai été retenue assistante. Alors ça, c'était clair. Le savoir, je savais que je l'aurais. Mais ce n'est pas suffisant. Comme j'aime blablater, bon, je suis professeur, donc je peux inventer les mots, non? Donc voilà, je peux. Professeur, on peut inventer, non? Je blablate, voilà. Comme j'aime bien blablater, je me suis dit, où est-ce qu'on peut le mieux blablater dans le monde si ce n'est que dans le corps professoral? Je fais donc une thèse de doctorat, alors que je pense avoir réussi, et je suis donc nommé professeur des universités à l'université de Kinshasa, où j'étais déjà assistante. Donc, j'avais déjà fixé mon savoir. Et si je dis que ce n'est pas facile, personne n'a dit que c'est facile. Bien au contraire, c'est difficile. Mais même quand c'est difficile, il faut aller puiser au fond de soi la force de s'accrocher. C'est ça qui forge le savoir. Deuxièmement, par rapport au savoir-faire, ah ben là c'est toute la finesse. Par rapport au savoir-faire, c'est quoi? J'ai répertorié mes différents talents. Parce que nous tous, on a des talents. Tous, on a des talents cachés ou même apparents. Allez les chercher. Ces talents, on les approfondit. On fait ressortir les meilleurs. Alors chez moi, dans mon cas, c'est vraisemblablement celui de la transmission des connaissances. C'est pour ça qu'à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, j'ai horreur qu'on m'appelle professeur. Pourquoi? Parce que comme j'ai le don de transmettre, je dis je suis facilitateur. Pas le facilitateur politique, là vous avez connu, hein. C'est pas lui. Je suis facilitateur de la transmission des connaissances. Alors si tu es facilitateur de la transmission des connaissances, là tu dois mettre en exergue ton savoir-faire, qui est la deuxième composante de ma compétence. Et enfin, troisième savoir-faire, c'est troisième élément de la compétence, c'est le savoir-être. Rien ne va sans l'autre. Dans le savoir-être, j'ai mis encore en exergue les points essentiels d'une bonne éducation. Et là, c'est l'environnement qui joue. Le milieu dans lequel on évolue a de l'impact dans notre devenir. À vous de voir si je suis dans le bon ou je suis dans le mauvais. Même si vous êtes dans le mauvais, à un moment donné, vous vous asseyez et vous dites « j'en ai marre d'être dans le mauvais, je veux être bon ». Et si je veux être bon, à ce moment-là, je laisse la voie à ce que je devienne compétente un jour dans la vie. Ça, c'est premièrement acquérir la compétence pour construire sa vie. Ensuite, titiller sa curiosité. Titiller, vous savez ce que c'est que titiller? Français. Titiller, c'est quoi? Titiller, faire guili. Titiller sa curiosité.
C'est-à-dire s'intéresser au milieu dans lequel je veux devenir quelqu'un, auquel je veux devenir compétente. Savoir, des curiosités. Il faut que je scrute ce milieu. Et enfin, je dois forger ma détermination à assumer mes choix. J'ai toujours voulu savoir comment m'insérer dans le monde qui m'entoure. Si j'essaye ceci, comment cela va-t-il être interprété? La positivité de la négativité. Donc à l'opposé. Positivité de la négativité. Positif malgré la noirceur de la négativité. Toujours. L'épanouissement personnel. J'ai toujours écarté de ma vie et que je parle de moi-même, ça risque d'être long. En conclusion, je peux soutenir ici sans complexe mes chères filles, mes chères femmes. Et ça n'engage que moi, que si on tient à devenir une femme compétente, une femme déterminée, il faut impérativement, c'est pas exhaustif, c'est limitatif et nociatif. 1. Apprendre à se connaître pour être. Et être pour connaître, en prenant du recul régulièrement. 2. Prendre réellement les commandes de sa vie. Découvrir qui nous sommes. Savoir ce que nous voulons. Apprendre de nos erreurs et de nos échecs. Vérifier régulièrement que nous sommes sur la bonne voie. Celle qui nous épanouit, celle qui apporte le bonheur et celle qui conduit au bonheur. Ajuster nos actions en cas de besoin. Il est donc important de se connaître pour constamment se redéfinir par rapport à ses compétences et déterminations. Et ça, c'est tous les jours que Dieu fait, qu'on est en constante redéfinition. La connaissance de soi, qui peut conduire à la notoriété, est utile pour comprendre qui on est, comment les autres nous voient, et la façon dont nous nous intégrons dans le monde. La connaissance de soi nous donne le pouvoir, n'est-ce pas les femmes? La connaissance de soi nous donne le pouvoir, les femmes fortes. Peut-être qu'on n'aimera pas forcément ce que l'on voit, et c'est vrai, mais c'est un grand réconfort et une grande aide de se connaître soi-même pour prouver au monde que moi aussi, je suis une femme avec qui on doit compter dans la société, parce que moi, je refuse cette phrase « Sois belle et tais-toi ». Les filles, ne jamais accepter le « Sois belle et tais-toi ». Mais par contre, il y a une phrase que vous pouvez accepter. Une phrase que vous pouvez accepter et que vous devez exiger, au lieu de dire « Sois belle et tais-toi », parce que nous sommes dans la compétence et la détermination pour devenir quelqu'un et avoir la notoriété, c'est accepter qu'on vous dise « Sois compétente ». Sois déterminée, sois persévérante, sois inégalable, sois vertueuse, en plus, sois belle. Et leur dire, puisque c'est ainsi, au lieu d'être belle et tais-toi, moi je ne veux pas me taire, je veux dire, je suis compétente, je suis intelligente, je suis déterminée et je sais que je peux être quelqu'un dans ce monde. Je ne tais pas. Merci beaucoup. En tout cas, tout à l'heure, on le disait dans cette caverne. Et cette image est un symbole très fort. Et j'espère que ce symbole, cet appel a été entendu. Ce combat avec clairvoyance et lucidité, il faut développer ces complexes de complémentarité. En évitant d'être les sois belle et tais-toi, pour être le sois belle et sois persévérante, de déléguer auprès du ministre des Affaires sociales en charge de l'action humanitaire, solidarité nationale, chargé de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Madame Irène Essambo, que vous aurez donc le plaisir d'écouter, et je vous donne la parole. Excellence. Ça, c'est une évolution pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour le monde. Vous savez que depuis toujours, la femme a été considérée comme un être de seconde classe. Et lorsque vous venez dans le cadre d'un partenariat, vous devez avoir à donner et aussi à recevoir de l'autre. Parce que le partenariat, c'est le contrat, c'est les donnants-donnants. Alors pour nous femmes, parce que nous sommes considérés comme partenaires de l'homme dans la construction de l'excellence, qu'est-ce que nous devons donner et comment nous devons les donner? J'ai beaucoup apprécié l'exposé du professeur tout à l'heure parce qu'elle a mis l'accent sur
la compétence, et ne pas accepter la facilité. Elle vous a donné son expérience et moi je vais vous parler aussi de mon expérience. Je n'ai pas aimé la facilité. Pourquoi on a toujours mis la femme au second degré? C'est parce qu'on considère que c'est un être qui aime qu'on accompagne, qui aime qu'on fasse tout pour elle, et comme ça, elle ne fait que jouir. Mais là, dans le cadre du partenariat, nous sommes appelés à apporter. Et pour cela, nous ne devons pas aller vers la facilité, parce que ce que nous devons apporter doit être des choses, des valeurs, doit être des choses qui sont recherchées et qui sont rares à trouver. Et la femme a cette capacité d'apporter ce qui est rare. Je vais parler ici d'éviter la facilité. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai aimé aussi lorsqu'on a commencé ces assises, on nous a donné un peu quelques statistiques. On nous a dit ici, plus de 54% est composé d'étudiantes. Et j'imagine que dans ces 54%, les étudiantes ne sont pas que dans quelques facultés seulement. Si nous voulons aller au-delà et éviter la facilité, nous devons aller là où c'est difficile. Et c'est ça mon expérience. Dans mon expérience, moi je n'ai pas aimé la facilité, j'ai aimé affronter des choses difficiles, des choses compliquées. Je suis allée à l'université, vous voyez mon état, moi je suis une personne avec handicap et je me suis acceptée d'abord comme telle. C'était la première des choses par rapport à aller à refuser la facilité. Quand j'ai appris à m'accepter, je me suis dit, si je m'accepte, je dois reconnaître mes faiblesses, mais aussi je dois chercher qu'est-ce que je peux avoir pour compléter là où il y a des choses qui me manquent. Et je me suis dit, je dois développer l'intellectualisme. J'espère qu'on se comprend. Je me suis dit, si sur le plan physique, Dieu a permis que je sois ce que je suis, mais au moins ma tête doit tourner. Et ça m'a aidé à affronter ce qui est difficile. Et je pense que si nous, les femmes et les filles, parce que je suis avec les universitaires, si nous apprenons à nous dire que nous devons aller vers ce qui est difficile, je crois que notre partenariat avec les hommes aura un sens et nous serons très respectés et les gens reconnaîtront que la femme, ce n'est pas l'être faible dont on croit, mais c'est l'être fort. Et je peux me dire même que la femme est plus forte que l'homme. Je parlais d'éviter la facilité, de construire là où c'est difficile, être compétitive et se dire que moi je peux aller au-delà de l'autre. Vous savez, souvent on dit les femmes, il faut les laisser dans le ménage. Et j'ai aimé le combat de la femme. Je voudrais vous parler tout à l'heure maintenant de ce que c'est le combat de la femme. Je crois que tous nous avons déjà appris vers les années 75, lorsqu'il y a eu une conférence de Belgique, les femmes se sont retrouvées pour définir les cadres de leur combat et c'est là 12 axes pour ces plans d'action et je ne vais pas parler de ces 12 axes mais je vais peut-être épingler quelques axes. Les femmes ont compris que pour que nous puissions être compétitives, nous devons participer à la prise des décisions. Il faut avoir la volonté de participer à la prise de décision. Et pour participer à la prise de décision, nous devons nous préparer. Vous ne devez pas aller là-bas, être autour de la table pour écouter les autres. Mais vous devez savoir qu'est-ce que vous allez apporter. Parce que la décision, c'est pour construire. Nous ne prenons pas des décisions pour que les choses restent comme telles. Nous prenons des décisions parce que nous voulons changer notre société et nous voulons changer notre bien-être. Alors la femme, lorsqu'elle est pour nous préparer, les études ont une place prépondérante dans cette préparation. Imaginez-vous ici, si nous n'avons pas étudié. Je crois que nous pouvions vouloir venir dans cette salle, mais nous allons avoir une barrière parce qu'on nous dira, mais vous allez faire quoi? Là, c'est l'espace des scientifiques.
Est-ce que je suis en train de mentir? Les gens de la réflexion, les gens qui ont développé les savoirs, les gens qui savent critiquer et qui savent distinguer et des choses, qui savent donner des indicateurs pour aller vers pour vérifier ce qu'ils veulent vous apporter. Ça, c'est la science. Et ce sont les gens qui ont étudié qui peuvent apporter ce genre de choses. Mais si aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être sur le banc de l'école, d'être à l'université, vous vous dites comme certaines disent, il y a quelqu'un qui étudie à mes côtés. Moi, j'étais à l'université, j'ai vu mes collègues vous étudier, ils vous disent, mais moi, en tout cas, j'en ai marre, je sais qu'il y a quelqu'un qui étudie pour moi quelque part. Vous pensez qu'une telle fille, même si elle terminait, elle sera compétitive, même si elle participait à la prise de décision, elle aura apporté, elle va rester là, mais celui qui aura étudié pour lui, c'est celui-là qui aura décidé pour elle. Donc, je me dis, le combat de la femme, si nous voulons, comme une femme qui a fait beaucoup dans la politique, et elle nous a dit, vous savez, aujourd'hui au Congo, tout le monde dit, la femme doit être dans la prise de décision, la femme doit participer avec l'homme, mais la femme doit se préparer. Elle dit, vous voyez moi ici, je me suis retrouvée juste au sommet de l'État, je n'avais pas beaucoup étudié, mais j'ai appris à m'auto-former. La femme doit s'auto-former. Souvent, la femme ne s'auto-forme pas. Elle reste, si elle a un diplôme de 6e des humanités, ou si elle est licenciée, ou si Dieu a permis qu'elle fasse le doctorat et autres, elle se limite dans ce qui a été par rapport à son diplôme. Or, aujourd'hui, l'excellence là, c'est toucher à beaucoup d'autres choses. Parfois même ce que vous n'avez pas fait comme étude pendant votre cours, votre trajectoire au niveau de l'université ou de l'école. Donc la femme doit être celle qui s'auto-forme. Et nous devons aimer la lecture. Souvent nous ne lisons pas. Moi je suis souvent sidérée quand je regarde dans les bibliothèques. Ici nous n'avons pas la culture de fréquenter les bibliothèques. Souvent, on reste seulement à dire, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que la société rencontre? Et vous restez dans ce que tout le monde dit, parfois qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de preuves. Mais si vous voulez exceller, vous devez vous auto-former, vous devez être chercheur, vous devez creuser là où c'est difficile. J'insiste encore, éviter la facilité. Il faut fréquenter les bibliothèques. Aujourd'hui, on nous parle de numérique. Nous avons la facilité d'aller regarder, d'aller fouiller par Internet. Et si vous allez dans le pays de l'Est, je parle de l'Est de l'Afrique, vous allez trouver que là, on a beaucoup développé les domaines de la recherche. Et ce n'est pas seulement un domaine réservé aux hommes. Et cette gente féminine doit être aussi travailleuse. Elle doit travailler, elle doit être dans la recherche, parce que l'excellence ne viendra pas là où vous êtes, mais l'excellence, c'est vous qui devez le montrer et le donner à l'humanité. Il faut que l'humanité se dise, avec elle, il y a quelque chose qu'on doit chercher et qu'on n'a pas encore trouvé, mais elle nous donne ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Donc, je voudrais terminer par là et vous dire, je suis croyante et je pense qu'avec ce genre de réflexion, il y a lieu d'espérer qu'en République démocratique du Congo, nous allons avoir cette gente féminine qui participe à la promotion de l'excellence aux côtés des hommes. Et je vous remercie. Simone est une immense artiste afro. J'aimerais pouvoir faire toutes les choses que je peux faire. Janine Blondine Kawanda, directrice générale de la Direction générale des douanes et assises, à faire son exposé qui portera sur les thèmes, sur le sous-thème, l'engagement de la femme pour le développement, quiz de la personnalité et expérience. Madame la directrice générale, vous avez la parole. Et je vous prie, si vous intervenez debout, merci beaucoup. Voilà. Vos applaudissements, merci. Quand même, commencer en disant que c'était un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant cet auditoire, pour pouvoir développer le thème qui m'a été confié, c'est-à-dire redéfinir l'excellence dans la gente féminine. Mesdames et messieurs, avant toute chose,
c'est un discours que j'avais préparé, donc qu'il me soit permis, comme Madame Denise Nyakero-Nitchesekedi, notre première dame distinguée, s'est fait représenter, je voudrais vraiment la remercier pour son implication personnelle et un suivi régulier des questions liées à la cause féminine à travers toutes les actions qu'elle mène dans le cadre de la promotion et de la revalorisation de la femme en tant que mère, épouse, femme au foyer, responsable d'institutions, des entreprises et que sais-je encore. Je remercie aussi les organisateurs de ce forum, ainsi que le comité des étudiants de l'Université protestante au Congo pour cette initiative de sensibilisation de la jeune femme de cette université et à travers elle de toute la jeunesse congolaise. La femme est toujours aussi peu représentée dans les différents corps de métier, aussi variés soient-ils. Sans parler de la sous-représentativité dans les institutions, et ce, en totale contradiction avec la Constitution de notre pays, qui, à son article 14, souligne que l'État garantit la mise en œuvre de la parité hommes et femmes. Je vais plutôt, moi, en tant qu'économiste, entrer dans les chiffres. Et je vais donner plutôt les chiffres de l'administration des douanes, que je dirige aujourd'hui. Et par illustration, je suis la première femme à occuper le poste de directeur général des douanes et accises dans mon pays depuis l'indépendance. C'est dire les stéréotypes qui existent dans notre société, qui dit que ce poste est un poste réservé à l'homme. C'est vrai que c'est un poste très stratégique, avec une charge de travail inquantifiable. Mais aujourd'hui, j'y suis. Et donc, à cette occasion, j'y suis par la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a cru en mes compétences, qui m'a rencontré à travers mon parcours à l'international, dans la diaspora, et qui était au courant du grand travail que j'abattais pour les institutions internationales, non reconnues dans mon pays. Et donc, après un contact avec lui, après que je lui ai expliqué ma vision pour ce poste de directeur général, il a, malgré toutes les personnes qui se bousculaient au portillon à partir du pays, il a réfléchi, il a porté ce choix sur moi, tout en se disant que je pouvais, avec toutes les compétences que j'avais accumulées à l'international, pouvoir réformer notre administration douanière et l'inscrire dans la voie de la performance. Donc je réitère vraiment mes remerciements au chef de l'État. Et dans le même ordre d'idées, je suis la première femme, le nombre de femmes employées à la DGDA représente seulement 28% de l'effectif général du personnel aujourd'hui. Et l'effectif des femmes dans les catégories des hauts fonctionnaires et des cadres supérieurs est de 28% également. 2 mois après, j'ai dû faire un petit redéploiement des directeurs et des sous-directeurs dans l'administration. Et là, j'ai promu 2 femmes qui sont directrices aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à la DGDA, le nombre de femmes directeurs est de 4. 4 femmes directeurs seulement sur 6000 effectifs employés de la DGDA. Mais nous sommes sur la voie, c'est un départ, c'est un début. On ne se décourage pas. Et les statistiques de diverses organisations démontrent que notre pays, la RDC, a encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'idéal de la parité entre les hommes et les femmes. 12% de femmes seulement à l'Assemblée nationale, 20% au Sénat, 27% dans le gouvernement. Nous pouvons déjà être fiers de ces chiffres, mais comme je vous ai dit,
il y a un long chemin à parcourir et nous devons, les femmes, nous devons nous battre justement par rapport à tout ce que les premières oratrices ont dit. Les femmes, nous devons nous inscrire dans cette démarche-là, de nous faire reconnaître, de faire sentir aux hommes que nous sommes là. Et encore une fois, ce n'est pas un combat homme-femme, c'est dans la complémentarité que nous allons pouvoir réussir et évoluer ensemble dans cette démarche-là pour atteindre ces objectifs. Le monde professionnel est une arène, autant pour la femme que pour l'homme. Participer à la reconstruction de notre pays est une obligation qui se passe des considérations du genre. Nous avons tous, hommes et femmes. Je voudrais d'abord, avant de commencer mon propos, vous féliciter. Féliciter le recteur, représenté par le secrétaire général de cette université. Je suis bluffé en arrivant ici de constater que les filles de cette université ont bravé les stéréotypes, puisque vous représentez 54% de l'effectif des étudiants de cette université. Bravo à vous pour avoir déraciné les stéréotypes, et je dirais même que vous avez déjà vidé le contenu de mon propos pour l'avoir déjà fait. Et je pense que pour être aussi nombreuses ici, on parle de mixité dans une école ou dans une université lorsqu'on a 60% d'hommes et 40% de femmes. Madame la directrice générale de la DGDA, Madame la représentante de la directrice générale de l'île maritime congolaise, Madame Déborah Kikoulou, je vous ai d'ailleurs fait honneur dans mon propos, lorsque j'arrive au point de citer les exemples des femmes qui ont bravé les stéréotypes, je vous ai cité, donc c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Dans un contexte de forte urbanisation, mais aussi des transformations sociétales, telles qu'un accès de plus en plus généralisé à l'éducation, une participation de plus en plus grande des femmes au marché de l'emploi, comprendre les facteurs démographiques, socioculturels et économiques liés qui permettent aux femmes de se hisser à l'échelle sociale, c'est-à-dire de réussir au plan socio-économique, révèle un double intérêt. L'analyse des paradigmes démontre que l'accès des femmes à l'éducation et au marché du travail est de plus en plus élevé. Les stéréotypes liés au genre désignent le fait de prêter à une personne des attributs, des caractéristiques ou des rôles uniquement en raison de son appartenance sociale ou à un groupe social. Les stéréotypes préjudiciables liés au genre constituent une cause fréquente de discrimination à l'égard des femmes. Ils contribuent aux violations d'un large éventail des droits tels que les droits à la santé, à l'éducation, aux relations familiales, au travail et à la liberté d'expression. Un stéréotype lié au genre est aussi une opinion généralisée ou un préjugé quant aux attributs ou caractéristiques que les femmes et les hommes possèdent ou doivent posséder et au rôle qu'ils jouent ou doivent jouer. Qu'ils soient ouvertement hostiles. Par exemple, les femmes sont irrationnelles ou paraissent inoffensives. Par exemple, les femmes sont maternelles. Les stéréotypes préjudiciables perpétuent les inégalités. Par exemple, la vision traditionnelle selon laquelle les femmes sont chargées de s'occuper des tâches familiales, qui signifie que leurs responsabilités sont limitées à la garde d'enfants. Alors que les hommes, ils sont généralement décrits comme étant ambitieux, intelligents, actifs, autonomes, dominants. Je voudrais vous dire ici, mesdames et messieurs, que dans un monde complexe, où notre cerveau est bombardé d'informations chaque seconde, les stéréotypes sont souvent office des raccourcis
lors de nos prises de décision. Et c'est sans que nous soyons complètement conscients. En somme, lorsque les femmes se conforment à leurs stéréotypes, par exemple, en montrant une sensibilité émotionnelle et une préoccupation pour les autres, elles sont susceptibles d'être perçues comme moins compétentes. Mais il faut que les femmes défient ces stéréotypes et se comportent comme les hommes, par exemple en faisant preuve de domination. Elles seront en ces moments-là non pas appréciées pour cette attitude, elles seront pénalisées, puisque critiquées, on va les qualifier, mais elles vont se faire passer pour un homme ou quoi. Donc dans tous les cas, que ce soit dans l'un ou l'autre image, on est désavantagé. Mais pour comprendre sur quoi se base notre orientation, il faut d'abord se prolonger dans notre enfance. L'environnement dans lequel nous baignons depuis l'enfance façonne notre condition. Vous allez voir, lorsque à la jeune fille, à la petite fille, on va lui donner une poupée Barbie comme jouet, donc on la conditionne déjà à la maternité. Et au petit garçon, on va lui donner un tracteur, un avion. On les conditionne à être pilote. Donc déjà dans l'environnement familial, on grandit dans un carcan qui vous conditionne, qui vous soumet à ce que vous allez devenir plus tard. Mais pour que les femmes puissent exprimer leurs ambitions, ils doivent se dire qu'ils ont les mêmes capacités, les mêmes compétences, les mêmes attributs que tous les êtres humains. Parce que je ne voudrais pas parler de l'homme et de la femme, je considère que nous sommes tous des êtres humains avec des morphologies biologiques qui sont différentes. Donc, pour revenir aux normes sociales qui conditionnent la jeune fille à la poupée Barbie et les garçons à un avion, ces normes sont arbitraires et n'ont rien de biologique. Aujourd'hui, les pilule roses et bleues ne passent plus. Pourquoi? Tout simplement parce que ces stéréotypes sexistes entretiennent un véritable fléau sociétal. Les inégalités hommes-femmes, elles forment des terreaux de biais genrés qui influent sur toute la vie de l'enfant, de son orientation scolaire à sa vie professionnelle. Heureusement que ces croyances limitantes reculent lentement grâce à la sensibilisation et à l'inclusivité proactive. Il a été démontré que les femmes ont pu prouver que malgré les stéréotypes, elles sont capables d'exercer les fonctions et les métiers destinés aux hommes. L'expérience des autres pays, notamment la France, nous démontre par exemple que la proportion d'étudiantes en école d'ingénieurs a atteint 300% en se féminisant. En vue de remonter les stéréotypes, il a même été créé une émission pour favoriser les échanges, la connexion entre les lycéens et les femmes ingénieures inspirantes. Et je pense que la journée d'aujourd'hui va jouer un peu le rôle d'une émission peut-être que nous n'avons pas créée ici, mais qui pourra se faire à travers M. Bédard, qui a pris cette initiative. Pour les autres pays africains, par exemple, on peut prendre l'exemple du Bénin et de l'Algérie, où la proportion des femmes ingénieures est justement de 54% comme la présence des filles dans cette université. Mais l'expérience de la RDC, par contre, nous démontre que certaines femmes se sont déracinées des stéréotypes et ont excellé dans les domaines dits réservés aux hommes. Je cite Madame Sandrine Ngalula Moubenga, une compatriote qui a fait la fierté de sa terre d'origine aux États-Unis. Elle est professeure en ingénierie électrique à l'université de Toledo. Elle travaille à augmenter la gamme et la longévité des batteries pour les véhicules électriques.
Elle est également inventrice d'un égaliseur à 2 niveaux qui combine des attributs de circuits actifs et passifs utilisés dans les batteries. Je prendrai aussi l'exemple de Madame Thérèse Kinza. Elle est présidente d'une entreprise dénommée Woman Technology, une association féminine initialement fondée pour offrir des débouchés aux femmes congolaises titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Je prends aussi l'exemple de Madame Thérèse Kilongozi, que toutes les Quinoises connaissent, par la fabrication de son robot qui règle la circulation routière. Donc c'est une femme qui est à l'origine de la création de ce robot que vous voyez sur les carrefours, ici à Kinshasa, qui règle la circulation. Nous avons aussi une dame, puisqu'aujourd'hui, le chef de l'État a mis son accent sur la promotion de l'agriculture, quand bien même je suis dans les mines, mais l'idée c'est d'avoir le mine et l'agriculture. Nous avons Madame Chantal Palabina, elle est ingénieure agronome, évoluant à Kinshasa, qui a une expérience accrue dans les domaines de l'agriculture. Elle pense qu'équiper les ingénieurs agronomes des outils de dernière technologie va favoriser le développement des pays. Actuellement, elle est inspectrice sémencière et analyste au laboratoire national des semences, au service national des semences. Je ne manquerai pas de citer aussi Madame Raïssa Malou. Elle est physicienne de formation et consultante internationale en éducation. Et bien entendu, il y a une dame qui est ingénieure de mine, qui travaille aujourd'hui, elle s'appelle Noëlla Dinanga. Elle est ingénieure de mine à la MIBA en Bujimaï. Et bien entendu, pour conclure, je reviens dans les domaines de l'aviation pour citer la première femme pilote à la personne de Madame Gerda Amani et Madame Déborah Kikoulou, ici présente, qui nous honore aussi de sa présence. Je terminerai mon propos en vous parlant de mon expérience pour dire, rejoindre mes sœurs et amis qui sont passés avant moi, pour dire, la femme doit être déterminée, la jeune fille surtout. Je vais vous parler de mon parcours. Lorsque j'ai fini l'université, en passant, Madame la directrice du cabinet, c'est ma collègue de promotion. On a terminé l'université ensemble. Voilà. Et lorsque nous avons terminé l'université, c'était l'année où il y avait beaucoup de finalistes en droit, puisque c'était la première promotion où il y a eu 420 finalistes en droit. Évidemment, suivant les ambitions de chacun, il y en a qui ont choisi la magistrature, celles qui ont choisi d'être juriste d'entreprise et celles qui ont choisi d'être avocate en ma personne. Je suis allé rencontrer mon professeur de mémoire à l'époque, le professeur Lukombe Ngeda, pour lui demander d'intégrer son cabinet. Malheureusement, ou heureusement surtout, il ne pouvait pas me prendre, puisqu'il m'aurait pris ce jour-là, peut-être je ne serais pas aujourd'hui devant vous, en train de vous parler de moi. C'est pour ça que je rejoins à ce qui dit, il faut trouver la positivité dans la négativité. En revenant de chez lui, de son cabinet, je rencontre mon collègue, paix à son âme, Maître Emidir Moukedi, qui a excellé aussi dans les mines, qui venait de chez le professeur Kalongo Mbikai, qui avait accepté de le prendre dans son cabinet. Alors il m'annonce la bonne nouvelle, le professeur a accepté de me prendre, mais moi j'ai dit oui, mais malheureusement, moi le professeur Lukombe ne m'a pas pris. Il dit, ah ok, mais tu viens, moi je suis défenseur judiciaire, puisque lui il était déjà défenseur judiciaire, tu viens comme ça, on va aller, toi aussi tu vas prêter serment comme défenseur judiciaire. J'ai pas hésité, mais j'étais déjà licencié en droit, je pouvais dire non, défenseur judiciaire c'est petit, ça c'est pas pour moi, j'attends de prêter serment comme avocate, mais je suis allé, j'ai prêté serment en Djili comme défenseur judiciaire. Le premier dossier que j'ai eu à défendre, c'était au tribunal de Kinkole, de grande instance de Kinkole, et j'ai défendu un client qui vivait en France, je pense qu'il y avait des étangs de poissons, et les premiers honoraires qu'on m'avait payés, c'était une chèvre.
Voilà. Donc pour la petite histoire. Mais comment j'en arrive à créer les cabinets qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis? Je suis allé, toujours dans les cadres d'avoir la confiance en soi, de croire en ses capacités. À peine ayant prêté serment, j'ai rédigé ma lettre de demande à la DGDA, l'OFIDA à l'époque, pour être recrutée comme avocate représentant l'OFIDA. À l'époque, les DG c'était M. Lembo, Narcisse, qui était évidemment les beaux-frères d'une amie à moi, qui était aussi à la faculté des droits. Alors, quand j'avais pris à Narcisse, je donne ma lettre d'offre, il me regarde, je suis sûr qu'il s'était dit, mais celle-là, est-ce qu'elle a les épaules pour représenter l'OFIDA? Il a pris ma lettre, mais il n'avait pas compris que ces jours-là, les gestes qu'il avait faits, c'est ce qui m'a permis de créer mon cabinet. De ne pas, comme l'a dit son Excellence, d'aller acheter une robe ou des chaussures ou des tissages. Il m'a donné 500 $. J'ai pris les 500 $, je suis sorti. J'ai dit à mon collègue de l'époque, qui n'était plus au cabinet des Kalongo, j'ai dit, on cherchait un local, chacun devait donner sa participation. Mais moi, je ne suis pas allé demander de l'argent, je suis allé demander du travail. Mais lui va me donner 500 $. Je suis rentré, j'ai pris les 500 $, j'ai pris 300 $, j'ai contribué comme la caution pour les locales qu'on devait avoir, puisqu'on était à 3, chacun devait donner 300 $ pour faire 900 $. Les 200 $ qui sont restés, nous avons invité les conseillers juridiques de la RVA à un dîner chez Davis pour lui demander de nous donner des dossiers pour défendre la RVA. Et il a dit, il a vu notre sens d'entrepreneuriat, puisqu'on peut bien être entrepreneur tout en étant avocate. Et pour la petite histoire, pourquoi nous, on devait avoir un groupe, je reviens un peu en arrière. Vu qu'il y avait un grand nombre de candidats sur le marché, on n'avait pas beaucoup de cabinets d'avocats. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats comme aujourd'hui. Donc, les cabinets qui étaient là, ils n'avaient pas d'espace pour nous recevoir. C'est comme ça que le bâtonnier Mouilly, à l'époque, paix à son âme, avait autorisé que si vous avez un local, vous pouvez être patronné à distance. Donc c'est ce qui justifie pourquoi je devais donner la caution pour avoir un cabinet. Mais maintenant, je suis un autodidacte. C'est pour ça la confiance en soi, la détermination, l'ambition doit être votre motivation. Je n'ai jamais été dirigé par un maître de stage. Je pense qu'il y a des jargons en droit ou au barreau qui dit les caïmans. Moi, je n'ai jamais été caïmanté, puisque j'ai commencé moi-même. Pour la petite histoire, on ne m'a jamais appris comment rédiger une note de plaidoirie, moins encore les conclusions. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé au greffe, j'ai pris un modèle de note de plaidoirie, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui du copier-coller. C'est comme ça que j'ai appris à rédiger une note de plaidoirie. Entendu que je mets le fait, j'ai copié. C'est pour ça aujourd'hui, bon, il ne faut pas avoir peur de venir dans mon cabinet. Je n'arrive pas à enseigner à mes stagiaires comment rédiger, puisque j'ai comme l'impression qu'ils doivent le faire comme moi je le fais. Vous savez, on transmet de ce qu'on connaît. Donc voilà. Mais il y a une de mes collaboratrices qui est là. Elle sait que souvent quand je lui donne du travail, je lui dis même pas ce qu'il faut faire. Je lui dis simplement bon. Donc il se débrouille. Je dis fais ce que tu as à faire, quand tu viendras, je vais corriger. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc pour poursuivre, j'ai créé ce cabinet-là. On a commencé à travailler et nous sommes allés acheter la première chaise en bois à Gambela. On m'a présenté ici comme étant dans les top 5 des cabinets d'avocats. Oui, je m'incline, c'est vrai, mais j'ai fait un parcours. Ces parcours-là, c'est la détermination, la formation, la compétence qui m'a amené là où je suis. Je vais continuer à vous donner des astuces. On ne s'est pas limité là. Nous avons cherché, comme on dit, qui cherche trouve. Frappez, on vous ouvrira.
je suis allé à la direction des mines, j'ai pris les adresses des sociétés minières. Nous avons écrit, on a envoyé des fax pour faire les offres. La même offre que j'ai faite à l'OFIDA à l'époque. Mais bon, la DGD n'a pas aidé quand même. Donc, et comme par enchantement, au bout d'une année, on a reçu quand même une réponse. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager. Enlevez dans votre tête que lorsque je vais finir l'université, mon père, ma tante, ma cousine, qui est mieux placée ou haut placée, va me trouver du travail. Non. Cherchez par vous-même, vous allez y arriver. Puisque généralement, c'est vrai, c'est peut-être une petite minorité qui est pistonnée. Mais si vous avez la foi en vous-même, vous croyez en vos capacités, vous allez frapper. Au bout même de la 10e fois, on va vous engager. Puisque je l'ai dit par expérience, je l'ai fait comme ça, j'ai écrit, au bout d'une année, des fois tu perds l'espoir et tu vois un jour un fax qui arrive, nous vous offrons, nous vous faisons telle offre pour gérer tel dossier. Dans les domaines de mines, puisqu'il faut que je vous parle des mines, je suis mandataire à mines, comment je me retrouve aussi dans les domaines des mines? C'est dans la même procédure. La Banque mondiale devait choisir un consultant national pour rédiger le code minier. Mais on n'avait pas aussi d'expérience. C'est simplement la détermination. Les cabinets avaient à peine 2 ans d'existence. Mais nous avons compétit devant nos professeurs d'université. Mais nous les avons damnés les pions. C'est comme ça que les cabinets ont été retenus consultant national pour rédiger les codes miniers. Donc si on n'avait pas cette détermination qu'on avait, on ne parlera pas de Maître Dorothée, avocate et mandataire à mine. Donc je vous encourage, jeunes filles, la facilité, moi je me dis, je sais au fond de vous, vous n'attendez pas la facilité. Quand je vois le nombre que vous êtes dans cette salle, ça veut dire que vous êtes venus avec la volonté de nous écouter, la volonté d'écouter vos mamans, vos soeurs, vos grandes soeurs, vos tantes. Nous sommes devant vous pour vous donner cette motivation, cette émulation, vous montrer que malgré sa condition, vous pouvez réussir. Nous avons un exemple éloquent devant vous. Ma conseillère et excellence, elle vous a dit, elle a commencé par s'accepter et par la suite, elle est allée de l'avant, elle est devant vous comme modèle. Donc je finirai mon propos par cela en vous disant, moi j'ai quelqu'un qui est en train de dire pour moi. Non, moi je suis marié à un médecin qui travaille en France, mais moi je travaille au Congo. J'ai pris entre Paris et Kinshasa. Voilà. Sinon, je serais resté aussi en France, mais dire oui, j'ai une bonne vie. J'ai même une belle sœur dans la salle qui sourit puisque je parle de son frère. Voilà. Donc je suis là, c'est un exemple que la femme peut réussir, peut vivre en harmonie, peut concilier son foyer et son travail pour une réussite totale. On peut encore une fois applaudir pour Maître Dorothée Madilla. Merci beaucoup, merci. Ne cherchons pas le modèle très loin. Le modèle a démontré qu'on peut briser le chêne. Et vous le pouvez. Merci. Du président Fati, elle a pu relever les défis. Ça fait. Et elle est pilote chez Congo Airways et elle conduit les Airbus A320. Et donc, sous vos applaudissements, Bonjour à tous. Le recteur, le DIRCABA du cabinet de chef de l'État, le ministre des Affaires courantes et le comité des étudiants et le magazine RD Congo et France. C'est un honneur pour moi d'être ici et de vous parler de mon parcours. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Déborah Kibou-Guillaume, j'ai 27 ans. Je suis épouse
secondaire ici au Congo. Après cela, mes parents m'ont envoyé en Angleterre pour faire des cours d'anglais. Et après ça, j'ai été aux États-Unis pour faire ma formation de pilote. Et depuis 2019, je suis de retour au Congo et je travaille pour Congo Airways. Aujourd'hui, je suis ici plus pour motiver les femmes en fait. Bon, c'est vrai que les hommes, mais surtout dans l'aviation, je préfère motiver les femmes. Pourquoi? Parce que selon l'OMS, l'Organisation civile de l'aviation internationale, il n'y a que 3% de femmes pilotes dans le monde. Et c'est très très peu. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour motiver les femmes et leur dire que rien n'est impossible en fait. Je suis l'une des exemples. Je suis mère, je suis mariée et j'arrive à et ma vie de famille, donc c'est tout à fait possible. Il faut juste être déterminé, avoir l'amour et la patience surtout. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est j'ai eu le soutien de mes parents, de mon mari et en tout premier lieu de Dieu, parce que sans lui, je ne sais pas. Je ne peux pas mentir et dire que j'ai réussi par moi-même, c'est faux. Sans lui, ça n'aurait pas possible. Donc moi, je vous motive toutes à ne jamais baisser les bras en fait. Rien n'est facile dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Mais avec la détermination, tout est possible. Donc je vous invite vraiment à ça. Donc parlant de mon parcours, ça n'a pas toujours été rose. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et c'est grâce à ça que j'ai pu réussir aussi. C'est vrai que dans la vie, beaucoup de femmes et de filles préfèrent la facilité. Parce que, voilà, j'ai dit que je préfère utiliser des atouts pour ma beauté, etc., plutôt que de me donner à fond pour réussir dans ce que je fais. Mais moi, je trouve que c'est pas intéressant en fait. Parce que tu ne seras pas respecté pour ça. Tandis que si tu te bats pour arriver de toi-même avec ton intelligence, ta détermination, on te donne beaucoup plus de respect que si tu as réussi en vendant ton corps. Donc je disais, on te respectera beaucoup plus en réussissant par ta tête et la détermination qu'en vendant ton corps. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de vraiment être déterminé dans son effort, parce que c'est ça qui aide. Et aussi, j'ai deux grands projets dans la vie. Mon premier projet, c'est... parce que depuis que je suis venu au Congo, ce que j'ai pu remarquer, c'est d'abord, on n'est que 3 femmes pilotes ici au Congo et c'est très dommage pour ça. Ensuite, ce que j'ai pu entendre à gauche, à droite, c'est que beaucoup de filles, en fait, ne sont pas trop motivées à faire l'aviation parce que c'était soumis, je ne vais pas réussir, ou peut-être que comment est-ce que je vais arriver à consolider ma vie sociale, mon travail, mais c'est tout à fait faisable, en fait. Il suffit juste de savoir il suffit juste de s'organiser et tout est possible. Donc comme je le disais, mes deux projets, c'est premièrement ouvrir une école d'aviation ici au Congo, parce qu'il n'y en a pas. L'aide du gouvernement, de Monsieur l'Excellence le Président Fatou. Et aussi d'être commandant de bord avant mes 30 ans. L'exemple, donc pour vous faire la différence, commandant de bord et copilote, moi je suis copilote, j'ai les 3 barres. Copilote c'est, you are the second in command. So, dans le cockpit, le first in command c'est le commandant de bord, donc c'est lui à prendre les décisions. Et le second in command c'est moi à prendre les décisions en second lieu. Mais l'aviation c'est plus comme à l'époque, donc ça veut dire qu'avant de prendre une décision, vous en discutez quand même ensemble, etc. Donc c'est pas juste le commandant qui dit on fait ça et puis il décide ça, non. Il va t'en parler, vous allez en discuter, etc. Donc voilà, c'était mes deux gros projets, j'espère avoir raconté ce que je voulais. Si vous avez des questions, je vais bien répondre à quelques questions. Des questions? Ah ok, ça va. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, madame Déborah Kipoulou. Merci infiniment, voilà. Sera pour Maître Dorothée. Un problème, c'est toujours la femme qui panique, des histoires comme ça. Mais, comme vous dites, on ne doit pas être émotionnel. On doit se
question. Je veux savoir quelle était votre détermination malgré le fait que c'est fait. Et puis la deuxième question est celle-ci, c'est de savoir comment sur un avion, parce que moi je suis jamais montée, mais quand même j'ai le pouce, la pousse plutôt. Prenez pour les personnes vivant avec handicap, par exemple les aveugles qui sont dans la rue, on le voit un peu partout. Voilà. Merci beaucoup. Sur la même rangée derrière, il y a une main d'homme. J'aimerais poser ma première question à maman Émilie. Je sais qu'en suivant votre parcours, nous avons remarqué que vous avez été une femme battante. Et quel est le conseil que vous allez donner à toutes ces femmes pour réaliser leurs rêves? Parce que quand je vous ai suivi, j'ai vu que vous avez tout fait pour atteindre vos rêves. Et quel est le conseil que vous donnerez à nos jeunes femmes et filles qui sont ici, vous qui avez un si long vécu? Et ma deuxième question est à poser à Maître Dorothée, et de savoir quels sont les mécanismes que vous pouvez indiquer aux filles qui sont par exemple en LL droit pour atteindre leurs rêves. Parce qu'on dit souvent que la faculté des droits, il y a beaucoup de gens qui s'y font en droit mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs rêves. Moi je prends un exemple, j'ai quelqu'un de mon entourage, elle a une licence en droit mais dans la vie, c'est autre chose. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire à celles qui vont atteindre la rêve? C'est ça que moi je voudrais poser comme question. Ici, je suis étudiant en G3 phasé. Alors, ma question est destinée à Madame la Dirkaba du chef de l'État. Alors, on a tous entendu parler ici de allégorie. Est-ce que vous avez entendu? Entendu. Alors, moi j'aimerais parler de l'allégorie de la caverne. Alors, Platon, il explique dans son allégorie que nous sommes tous prisonniers dans la caverne. Alors dans cette caverne, il y a des gens qui s'y plaisent et il y a des personnes qui désirent en sortir. Alors ma question est de savoir, est-ce que la femme congolaise est sortie de la caverne? C'était ça ma question. Si. Cette éducation qu'on a reçue de les bas âge qui tourne la femme ou la jeune fille à jouer à la poupée et les garçons à jouer à l'avion pour lui donner l'idée ou l'image de devenir pilote, alors qu'à la jeune fille on donne la poupée Barbie pour lui montrer que toi tu es soumis à la maternité. D'abord la question n'est pas bien posée, c'est pas pour rassurer la femme congolaise, c'est pour accompagner la jeune fille congolaise, la femme qui n'a pas la bonne information, pour qu'elle sache quel mécanisme utiliser pour sortir des stéréotypes. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'indépendance de la femme, on a parlé de la parité de la femme entre hommes et femmes, et il y a des sujets comme ça, des thématiques qui sont développées annuellement depuis le combat de la femme qui date des années 1960 environ par là. Et donc nous les femmes qui aujourd'hui avons pu occuper des postes de responsabilité, nous sommes venus juste parler de nos expériences, en faire part à ces jeunes femmes pour qu'elles sachent que l'autodétermination de la femme, l'autonomisation de la femme. De nos jours, il n'y a plus de métier seulement pour les hommes, seulement pour les femmes. J'en suis la preuve vivante, je fais un métier dit métier d'homme. Et donc tout le monde est capable de le faire. Donc juste de la détermination. Et Dieu aussi, très important. Merci. Bon, parlez, ça ne dérange pas. Donc je disais d'être déterminé dans ce métier et ne pas choisir la facilité, parce que de nos jours, beaucoup vont se dire ah, l'aviation c'est compliqué, c'est ci, c'est ça, je suis une femme, j'ai qu'à étudier mes atouts, rôle mon corps. C'est pas intéressant, donc juste être déterminé dans ce qu'on fait. Et c'est avec la détermination qu'on réussit. Voilà, c'est un peu ça. Cette activité marque également la fin du mois des... Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chien Niamayele ou MPSR information en temps réel. Bon s'abonner na Canal Info News Télévision. Information sportive. Information
politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka awa na canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité. Attends mon côté avec les vôtres. Je ferme mes côtés les journalistes du peuple. Je ferme mes côtés les journalistes patriotes.